dont nous avons besoin. Merci, mon général. Pour le groupe Rassemblement national, la parole est à Caroline Colombier. Oui, merci, Monsieur le Président. Général, en double. Au nom de mon groupe Rassemblement national, je souhaiterais tout d'abord vous remercier pour vos propos très enrichissants sur le rôle des réserves et de la défense globale. Nous sommes en effet très attachés à cette dimension de notre modèle d'armée qui permet à chaque citoyen français de servir son pays selon ses disponibilités et ses compétences. Donc nous tenons bien sûr à saluer, comme vous l'avez fait également, tous ces militaires, tous nos réservistes qui bien souvent assument à côté de leurs camarades d'active des missions de premier plan, particulièrement ces dernières semaines, avec le relèvement du plan Vigipirate à son niveau le plus haut et surtout à l'approche du grand événement que va être les Jeux Olympiques, où ils seront fortement mobilisés. Les réserves contribuent donc à cette incarnation du lien de notre armée avec la nation française, auquel nous sommes très très attachés. Je voudrais vous interpeller sur 2-3 petites questions aujourd'hui, sachant que je pense que vous avez déjà répondu à un certain nombre de points avec mon prédécesseur. J'aimerais vous interpeller sur les standards de recrutement des réserves. Donc, je pense que le point a été fait, mais je voulais quand même que vous le confirmiez. Donc, presque un an après le vote de la LPM, les standards de recrutement fixés par les textes étaient donc un doublement des réserves d'ici 2030, à savoir 80 000, puis à 105 000 au plus tard en 2035, si je ne m'abuse, pour atteindre l'objectif d'1 pour 2 militaires d'active. La cible d'augmentation nette pour l'année 2004 était prévue à 3 800 volontaires, je crois que vous l'avez confirmé également. Ce tiers d'année déjà écoulé vous laisse-t-il optimiste quant à l'atteinte de cette cible? Ne craignez-vous pas que ces objectifs de recrutement, comme ceux pour l'active, ne risquent pas à la fois d'assouplir les critères de sélectivité, mais aussi de former des réservistes sans perspective d'employabilité, comme c'est le cas avec la PMS état-major de la Marine nationale, ou de créer des postes artificiels pour remplir les cibles? Par ailleurs, j'allais vous interroger sur le nombre de conventions, mais je pense que, Général, vous nous avez parfaitement répondu sur le nombre élevé de conventions signées. Enfin, pouvez-vous nous dire un rapide mot sur les réservistes du service des énergies opérationnelles, les besoins, la cible de recrutement et leur employabilité? Je vous remercie. Merci, mon général. Donc, Barbry, je suppose. Oui, merci, Madame la députée. Donc, effectivement, la LPM consacre donc le doublement des réserves opérationnelles avec une cible en 2030 de 80 000 réservistes opérationnels donc de premier niveau et un militaire réserviste pour 2 militaires d'active donc en 2035 soit 105 000. Les marches sont fixées dans la LPM et donc on a successivement 3 800 en 25, 4 400 en 26, puis 5 500, 6 500, 7 500 et 8 500 pour la dernière marche. Vous évoquez et vous me posez la question de mon optimisme. Les militaires, je ne sais pas s'ils sont optimistes ou pessimistes, en tout cas ils sont très pragmatiques et les chiffres sont têtus. On est sur vraiment une belle dynamique. Nous avons réussi à recruter un solde positif au cours de l'année 2023 d'un peu plus de 2400 donc engagements à servir dans la réserve, ce qui est un chiffre déjà considérable. Et aujourd'hui, les premiers chiffres nous donnent des raisons, en tout cas des chances raisonnables d'atteindre, et très raisonnables d'atteindre la cible. J'en profite également pour dire qu'il n'y a pas d'effet d'éviction entre l'active et la réserve. Je pense que ce sont deux engagements qui sont bien séparés et à la fois complémentaires dans cette vision d'engagement qui est chère à notre jeunesse, dont il ne faudrait certainement pas désespérer et qui montre au quotidien donc toute sa fougue, tout son allant et tout son engagement, que ce soit dans l'active ou dans la réserve. Vous évoquez enfin une artificialisation des postes. À mon niveau, je la vois d'autant moins qu'il y a un véritable foisonnement de projets qui sont en cours dans les différentes armées, directions et services, avec la création d'entités nouvelles. J'ai évoqué avec vous ces bataillons territoriaux, ces flottilles côtières, ces escadrons de défense, la perspective pour le service des énergies opérationnelles de créer cette base pétrolière interarmée à parité entre réserve et active. Et je puis vous assurer que tout est mis en œuvre pour que chaque jour d'activité de la réserve soit utilisé à bon escient.
Alors, j'en profite également, puisque c'est une notion que je n'avais pas pu aborder avec vous, pour dire que le nombre moyen de jours d'activité réalisés par les réservistes opérationnels s'établit à environ 36,5, 36,2 pour être très précis, pour la totalité de l'année 2023, et ce qui constitue en fait la cible que nous attendions, puisque c'est un dixième de l'année. En général. Madame la députée, je vais apporter quelques précisions sur le nombre de conventions de partenariat. Alors, tout à l'heure, j'ai cité un ordre de grandeur, hein, j'ai dit 1000. Et je pense qu'on est un petit peu plus je suis même sûr qu'on est un petit peu plus de 2000 conventions de partenariat qui ont été signées. Alors, comment elles se répartissent, en fait? C'est ça qu'il faut voir. C'est que sur les 1000, il y en a 70% qui sont signés avec des entreprises. Alors, des PME, des ETI, et puis des grandes entreprises aussi, des grands groupes. Mais tout ça étant un équilibre, en fait. Moi, je n'ai pas besoin que de grandes entreprises. J'ai besoin de faire du réservisme dans des territoires qui peuvent être des déserts militaires. Et donc ça, je réponds à la commande et aux besoins exprimés par les armées. On a 25% des 1000 conventions qui sont signées avec des collectivités territoriales. Et on a 5% des conventions de partenariat qui sont signées avec des établissements d'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, clairement, mes deux priorités, c'est de développer ces liens avec les collectivités territoriales. Pourquoi ? Parce que, en fait, les collectivités territoriales sont les premiers acteurs de la résilience dans les territoires. Quand il y a un problème, une inondation, tout le monde se retourne vers le maire en disant « Monsieur le maire, qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider ?» Et une collectivité territoriale dans laquelle il y a des réservistes, pour les raisons que j'ai exposées dans mon propos liminaire, me semble-t-il, est mieux armée pour faire face à un événement qui vient perturber le bon ordre des choses. Après, la deuxième priorité qui est la mienne aujourd'hui, c'est d'aller signer des conventions de partenariat en nombre beaucoup plus important avec les établissements d'enseignement supérieur. Pourquoi ? Parce qu'on va recruter des jeunes étudiants. Et donc, l'expérience montre que quand on arrive à recruter des jeunes, il y a toujours une fidélisation qui est beaucoup plus aisée, beaucoup plus facile. Alors, modulo, évidemment, les périodes de la vie où le jeune réserviste sera moins disponible parce qu'il s'est marié, parce qu'il a des enfants, parce qu'il a changé de métier. Mais ça, c'est partie d'un parcours de vie, je dirais. Donc, on est prêt à assumer cette indisponibilité temporaire parce qu'on est sûr que, quelque temps après, le réserviste sera à nouveau pleinement opérationnel pour rendre du temps et servir son pays. Donc voilà mes conventions de partenariat. Et ce que j'observe, moi, depuis que j'ai pris mes fonctions, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de chefs d'entreprise, de patrons de collectivités territoriales, de chefs d'établissements d'enseignement supérieur, de présidents d'université qui s'engagent pour soutenir leurs salariés, leurs agents publics, leurs étudiants qui ont fait le choix de la réserve. Tous disent, moi, je n'ai pas le temps d'être réserviste, je suis très pris, je n'ai même pas le temps d'être réserviste citoyen. En revanche, je m'engage à soutenir mes réservistes parce que je trouve que leur engagement a beaucoup de sens, je le partage et donc je vais les aider. Et en ça, j'accepte de signer une convention de partenariat avec la Garde nationale. Merci, mon général. Oui, juste un complément, Madame la députée, pour évoquer le service des énergies opérationnelles. Et je vous remercie de bien vouloir le citer parce que généralement, on ne parle que de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de l'espace, du service de commissariat des armées, du service de santé des armées. Et on oublie trop souvent le service des énergies opérationnelles qui effectue au quotidien un travail remarquable, que ce soit dans l'Hexagone, dans les Outre-mer et également en opération, de par leur fonction de soutien indispensable donc, à la réalisation de nos missions. Donc aujourd'hui, en 2024, la cible est donc de 187. En 2030, la cible donc, attendue est de 354 pour 710 en 2035. Et comme j'ai pu l'évoquer avec vous, le service des énergies opérationnelles est en marche vers donc, cette rupture, cette révolution de la réserve, et avec notamment la constitution de cette base pétrolière interarmée à parité entre réservistes et personnel d'actifs. Merci, J'ajoute juste, Monsieur le Président, que ce matin, comme je le disais, j'étais avec le directeur central du service de l'énergie opérationnelle, avec lequel
Donc on a conclu un partenariat avec une entreprise, la STEF, entreprise de transport à Paris. Et le directeur central me disait, moi aujourd'hui j'ai évidemment besoin de conducteurs, mais j'ai aussi besoin de personnes qui sont en capacité de faire du transport de matières dangereuses, pour répondre concrètement à votre question. Et en signant des conventions de partenariat, lui sait qu'il va pouvoir récupérer des jeunes ou des moins jeunes qui sont conducteurs, et après derrière il va leur délivrer la formation transport de matières dangereuses. Voilà. Et en créant en plus une compagnie, comme l'a dit le général Barry tout à l'heure, à la BPIA, base pétrolière interarmée,